Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Brunet, merci Anne pour la présentation. Je suis doctorant de 3e année au département matériaux et structures. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse qui s'intitule « Comprendre et modéliser l'infiltration d'une barrière thermique par les CMAS sous gradient thermique ». Alors même si Anne a très bien introduit le sujet, je vais me permettre de revenir un tout petit peu, un peu plus en images, sur la partie du contexte. Donc je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je vous dis que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, dans le contexte aéronautique, on cherche toujours à améliorer le rendement du moteur. Et ça passe par une augmentation de la température de fonctionnement. Augmenter la température de fonctionnement, ça veut dire augmenter la température dans la chambre de combustion, mais aussi en aval de la chambre de combustion, et en particulier au niveau de la turbine à haute pression. La turbine à haute pression, elle est composée de petites pièces qu'on appelle les aubes de turbine. Ces aubes de turbine, historiquement, elles ont été développées comme des pièces métalliques. Et au fur et à mesure des années et des décennies, on a toujours cherché à faire en sorte qu'elles puissent supporter des températures de plus en plus élevées. Alors au début, c'était de simples pièces en alliage forgé, et petit à petit, au fur et à mesure des développements d'un point de vue matériaux, on a été capable de changer d'une part leur composition, mais également leurs procédés de création, pour atteindre les matériaux qu'on connaît aujourd'hui. Au-delà des procédés de création, on a aussi changé un petit peu la structure de l'aube. Au début, c'était une pièce qui était pleine, et en fait, au fur et à mesure, on l'a un petit peu creusée, on l'a évidée, de manière à permettre de mettre en place un système de refroidissement actif pour permettre de fonctionner toujours à des températures plus importantes. On a aussi fini par mettre en place des micro-perçages dans les aubes de turbine. Ça permet de mettre en place du film cooling. Donc une autre stratégie pour permettre le refroidissement de la pièce. Et une des dernières méthodes pour permettre de monter encore plus haut en température, ça a été l'introduction des barrières thermiques, donc des fines couches de céramique qui sont ajoutées par-dessus la partie métallique et dont le but est d'isoler thermiquement l'aube métallique des températures les plus chaudes du moteur. Alors comment est-ce que ça s'organise schématiquement une aube de turbine ? On le voit ici, c'est tout d'abord un substrat métallique. Donc, comme je l'ai dit, nous, on a travaillé sur un super alliage à base nickel, l'AM1, qui a d'ailleurs été développé en partie à l'ONERA, et dont le but est d'assurer la tenue thermostructurale de la pièce. Par-dessus cela, Anne l'a dit, on a une couche d'accroche dont le but est un peu de faire une barrière à l'oxydation, éviter que le métal en dessous ne s'oxyde. Et encore par-dessus, on a la céramique à proprement parler, qui assure la partie barrière thermique, la protection thermique de la pièce. Alors moi, dans la plupart des cas, ça a été une barrière thermique en zirconie triée qui a été utilisée pour mes tests. Mais avec tout ça, en fait, on a souvent un élément perturbateur qui vient s'ajouter, les CMAS, lors du survol de zones désertiques ou volcaniques. En fait, les CMAS, donc, comme l'a dit Anne, c'est des particules d'oxyde qui ont la mauvaise idée, quand on dépasse les 1200 degrés Celsius, de commencer à fondre, et ensuite elles peuvent interagir avec la barrière thermique. Alors vous doutez bien que ces interactions, elles ne sont pas bénéfiques pour la barrière thermique, et on observe des phénomènes de corrosion assez importants sur les barrières thermiques une fois qu'elles ont rencontré des CMAS. C'est-à-dire que la durée de vie nominale d'une aube de turbine, c'est censé être de l'ordre de la dizaine de milliers d'heures. Après une rencontre avec les CMAS, cette durée de vie peut descendre aux alentours de quelques dizaines d'heures. Donc c'est une dégradation assez critique qu'il convient de comprendre. Alors pour ça, on peut se tourner un petit peu vers la littérature pour voir quels sont les modes de dégradation qui existent. Alors, les modes de dégradation, ils sont de nature essentiellement thermomécanique ou thermochimique. Mais surtout, ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est que ces modes de dégradation, ils dépendent de très nombreux paramètres. Ça va venir dépendre de la composition de la barrière thermique, à savoir vraiment quels sont les éléments chimiques qui la composent, de sa microstructure, donc quel est le procédé qui a été utilisé et quelle forme ça a donné à la barrière thermique à la fin, quelle est la composition du CMAS étudié, donc vraiment quelle est la quantité de silice, la quantité de magnésium, etc., qui compose ce CMAS. Ça varie beaucoup dans le monde en fonction de la région, en fonction de si c'est plutôt un désert, de si c'est plutôt des suies volcaniques. Et aussi de la température de fonctionnement et du temps d'exposition. Bon, et d'un point de vue de la littérature, il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre d'essais avec ces CMAS qui ont déjà été réalisés dans le but de comprendre ces interactions. Mais la plupart de ces essais ont été réalisés en four. Alors, les essais en four, c'est très pratique, ça permet de très bien maîtriser les conditions d'essai, mais ça a un inconvénient majeur, c'est qu'on travaille à l'isotherme. On n'a pas de gradient thermique dans l'épaisseur de notre échantillon. Or, on sait aujourd'hui que la présence du gradient thermique dans l'épaisseur de l'échantillon, c'est une des forces motrices de la dégradation des barrières thermiques. Donc, pour pallier ce problème-là,
la littérature s'est intéressée à des essais sur banc moteur ou sur banc à flamme. Alors, très bien, les bancs moteurs et les bancs à flamme, ça permet justement d'avoir ce gradient thermique dans l'épaisseur de l'échantillon, et ça permet même d'introduire l'essai masse directement à l'intérieur de la flamme, un peu comme si on se trouvait à l'intérieur d'un moteur. Cependant, c'est quand même des essais qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler que les essais en four, et notamment la présence de la flamme peut venir perturber les mesures, le fait qu'on ne sache pas forcément exactement quelle quantité de ces masses va impacter le matériau. Ce genre de problématiques font que c'est des bancs qui sont plus difficiles à maîtriser. On note enfin qu'il y a assez peu de travaux sur banc laser, et c'est le cadre de ma thèse. Le but de travailler sur banc laser, c'est d'essayer d'avoir des essais représentatifs, mais qui soient quand même un peu plus simples à contrôler et à maîtriser que des essais sur banc laser. Bon, d'un point de vue numérique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le message que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, à notre connaissance, il n'existe pas de modèle multiphysique permettant de décrire fidèlement l'infiltration d'essai masse à l'intérieur d'une barrière thermique. Donc j'en arrive aux objectifs à la démarche de ma thèse. Le but, c'est de réaliser un modèle multiphysique validé expérimentalement afin de comprendre et de prédire l'infiltration et la dégradation d'une barrière thermique par l'essai masse sous gradient thermique. Alors ça s'est organisé autour de 3 grands axes. Dans un premier grand axe, on s'est dit qu'est-ce qui se passe déjà sans ces masses? On va étudier déjà le système sol. Vraiment l'étude la plus simple possible. Ça nous a permis de prendre en main les essais et de développer des protocoles expérimentaux assez robustes et aussi, au passage, de mettre en place une première modélisation thermique du problème. Puis dans un second temps, on s'est dit, quand même, le sujet, il parle de ces masses, à un moment, il faut qu'on rentre dans le sujet. Donc on a ajouté les CMAS, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut les apporter, les CMAS? Alors on a trouvé 2 manières de le faire. Soit par un dépôt solide de CMAS par-dessus l'échantillon en début d'essai, soit sous forme de pluie de CMAS apportée tout au long de l'essai. Alors on s'est dit, on va faire les deux. Dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait faire la partie plus académique, on va dire, avec le dépôt solide de CMAS, qui est censé être plus simple à maîtriser et qui nous permet d'aller un peu plus en profondeur dans la compréhension des différentes dynamiques d'infiltration et la caractérisation de cette dynamique d'infiltration. Et ça, cette compréhension avancée nous a permis ensuite de mettre en place une première modélisation multiphysique. Et dans un second temps, donc avec la pluie de CMAS, le but c'était vraiment d'améliorer la représentativité de l'essai et d'être au plus près possible de l'application et d'aller vers l'étude de la durée de vie du système. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats qui viennent des parties plutôt 2 et 3. Et on va commencer tout de suite avec la partie dépôt solide de CMAS, où je vais vous présenter un petit peu les essais qui ont pu être réalisés. Donc on pose un dépôt solide, on refroidit en face arrière, on chauffe en face avant, ça fond, ça s'infiltre. Pour la description des essais, donc on a travaillé sur un banc à gradient thermique, dans lequel on peut voir donc un échantillon avec un dépôt de CMAS en début d'essai. On a un feu laser qui arrive par le dessus et un refroidissement à l'air comprimé qui arrive en dessous. Ça permet d'établir un gradient thermique dans l'épaisseur de l'échantillon. Une fois que le laser est allumé, le CMAS fond, il s'étale en surface et il s'infiltre en profondeur dans l'échantillon. Et cet essai, on l'a multi-instrumenté, avec plusieurs caméras infrarouges, plusieurs pyromètres, une caméra visible. Le but, c'est vraiment de tirer un maximum d'informations de tous ces essais-là. Pourquoi est-ce qu'on veut tirer un maximum d'informations? Déjà parce que c'est toujours pratique, notamment d'un point de vue de la modélisation, de savoir vraiment ce qui s'est passé. Mais aussi parce qu'on travaille à des températures assez élevées. On travaille avec des températures de surface sur la barrière thermique de l'ordre de 1200 degrés. Et c'est important d'avoir plusieurs mesures infrarouges pour vraiment fiabiliser cette mesure, être sûr de ce qu'on mesure, que la température qu'on a mesurée est bien la température réelle. Donc ça a représenté un certain nombre de campagnes qu'on a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on a pu voir au cours de ces campagnes, c'est que nos essais ils sont répétables et on en a profité pour faire un certain nombre d'études paramétriques pour étudier l'influence de différents paramètres. Alors d'un point de vue des résultats d'essais, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'essais associés à la caractérisation vraiment de l'infiltration des CMAS. Donc ça c'est une caractérisation qui se fait post-mortem. Donc on revient du labo avec notre échantillon, on le coupe en 2 globalement, et on va au microscope électronique à balayage. Et au MEB, on a la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des cartographies des éléments chimiques pour venir détecter la position des éléments chimiques dans notre barrière thermique. Donc on se sert par exemple de l'élément zircone pour suivre la position de la barrière thermique et de l'élément calcium ou silice en fonction pour suivre la position du CMAS à l'intérieur de la barrière thermique. Ça nous permet, après un peu de traitement d'image, de créer ce genre de diagramme d'infiltration avec en bleu donc la limite haute de la barrière thermique, en orange la limite basse et en vert, délimité par les croix vertes, le front d'infiltration des CMAS. Pourquoi est-ce qu'on fait ces cartographies? Simplement en fait, pour pouvoir comparer un peu plus facilement d'un échantillon à un autre les résultats qu'on a pu obtenir. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait 2 séries d'essais qu'on a pu réaliser.
et sur lesquels on a pu obtenir des résultats d'un point de vue caractérisation de l'infiltration. Donc dans un premier temps, on a fait une série avec un refroidissement actif en face arrière, et on a fait aussi une autre série où on n'a pas mis le refroidissement actif en face arrière, juste mis le laser en face avant. On voulait voir la différence que ça donnait. Donc en bleu, c'est la partie sans refroidissement, en orange, la partie avec refroidissement. Alors ce qu'on voit déjà assez rapidement, c'est que quand on n'a pas de refroidissement actif, l'infiltration se fait beaucoup plus vite que quand on a du refroidissement actif. Qualitativement, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'on travaille à ISO température de surface, à 1200 degrés Celsius. Donc dans le cas avec refroidissement actif, on a un gradient thermique plus important. Donc plus on descend dans la barrière thermique, plus en comparaison, on va avoir des températures qui sont faibles. Si les températures sont plus faibles, la viscosité du CMAS augmente. Si la viscosité du CMAS augmente, l'infiltration est plus lente. Qualitativement, ça se comprend bien, mais le fait d'avoir fait tous ces essais, en fait, ça nous permet d'avoir des données vraiment quantitatives vis-à-vis de cette caractérisation de l'infiltration. Et ça, c'est une donnée qui, derrière, pour nous, est essentielle pour la modélisation multiphysique. Alors là, je vous présente deux résultats, par exemple la configuration 6, donc qui est un essai sans refroidissement actif, qui est resté 1 heure sous le laser, et la configuration 18, qui est restée aussi 1 heure sous le laser, mais cette fois-ci avec un refroidissement actif. Et ça vient donc bien illustrer ce que je viens de dire. Dans le premier cas, on a une infiltration qui est complète, et dans le second cas, on a infiltré que sur 60% environ de l'épaisseur de la barrière thermique. Bon, donc on est assez content de ces résultats parce qu'ils ont déjà prouvé une chose, c'est qu'on a une assez bonne répétabilité de nos essais. Et ils ont montré une deuxième chose, c'est que le gradient thermique, c'est un facteur déterminant dans l'étude de l'infiltration, et qu'on ne peut vraiment pas s'en passer. Bon, donc comme je vous ai dit, tous ces résultats-là, ils nous ont beaucoup servi pour la modélisation. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu de la modélisation, donc qui a été réalisée, comme l'a annoncé Anne, sous Z7, donc un logiciel de calcul par élément fini qui est développé en interne à l'ONERA. Et on s'est demandé tout de suite, qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce modèle? Quelles sont les physiques qu'on veut prendre en compte? Ça nous paraissait assez évident de partir d'une physique de la thermique, en fait, parce que c'est ça qui vient un peu contrôler tout le reste du problème. Alors ça vient avec son lot de paramètres, chauffage laser, coefficient d'échange, des propriétés thermiques. Puis après, on s'est dit, maintenant qu'on a la thermique, qu'est-ce qu'on veut rajouter comme physique? On veut caractériser l'infiltration. Ça veut dire qu'on a du fluide qui se déplace, donc ce serait bien d'avoir un calcul fluide. Bon, donc on a ajouté une physique de type Darcy. Alors pourquoi Darcy plutôt que Stokes? Parce que déjà Darcy c'est quand même assez adapté à l'étude des milieux poreux, de manière générale, mais aussi parce que ça nous permet de ne pas avoir à caractériser finement la microstructure de la barrière thermique. Alors en échange, on obtient un paramètre de plus à renseigner qui s'appelle la perméabilité, et qu'il conviendra de caractériser. Bon, et puis enfin, pour finir un petit peu tout ça, on s'est dit qu'on allait rajouter un troisième code de calcul, qui est un code de calcul level 7, et son but, lui, c'est vraiment de capter le front d'infiltration en fonction du temps. Vraiment juste être capable de dire, voilà, à un temps T, on est infiltré à 10 microns, puis après, au fur et à mesure, ce front d'infiltration, il se déplace. Alors tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que chacune de ces briques de calcul, elle existe indépendamment dans Z7. Et moi, dans le cadre de ma thèse, ce qui a vraiment été le travail important, ça a été de mettre en place le couplage entre ces différents codes de calcul. Ça vient avec un certain nombre de difficultés associées, déjà rien que d'un point de vue du maillage, mais surtout, la difficulté principale, c'est le transfert de champ entre les trois codes de calcul et l'organiser de manière à ce qu'on n'ait pas de blocage, à ce qu'il n'y ait pas de bug. Ça a pris un petit peu de temps. Voilà. Bon, il y a quelques problèmes d'instabilité numérique, mais ça, c'est classique. Alors d'un point de vue résultat, là, je vous présente juste un calcul. Alors on a fait un certain nombre de calculs déjà sur des cas-tests avant de passer à la géométrie plus réelle, plus représentative de l'échantillon. Mais là, je vais vous présenter le calcul qu'on a pu faire en géométrie réelle. Alors je vous présente les résultats d'un point de vue du champ level 7. Donc il faut imaginer qu'en rouge, c'est la zone dans laquelle il n'y a pas de CMAS, et en bleu, c'est la zone qui est infiltrée par les CMAS. Alors on l'a initialisé, par exemple, à 0 secondes, à 17 microns de profondeur. Et puis au bout de 300 secondes, on a vu qu'on avait été capable de la faire se déplacer jusqu'à 75 microns de profondeur. Ce qui est assez cohérent, en fait, avec certains de nos résultats expérimentaux. Donc on était assez content de ce résultat parce qu'il montrait qu'on avait été capable de réaliser l'infiltration de l'ABT par les CMAS d'un point de vue numérique. Alors tout ça, ça vient aussi avec tout un tas de répercussions, surtout notamment les champs thermiques, mais que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, parce que maintenant j'ai envie de vous parler un tout petit peu des essais qui ont pu être réalisés, cette fois-ci, sous pluie de CMAS. Alors le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment d'améliorer la représentativité de l'essai et de venir au plus près possible de l'application finale, le travail dans un moteur. Hop. Donc pour ça, on a été obligé d'adapter un petit peu le banc. On est reparti du banc qu'on avait au départ, donc on remarque ici le laser CO2, l'échantillon et la buse de refroidissement en face arrière normalement. Et on a dû ajouter un système d'ensemenceur.
Alors qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est juste un réservoir dans lequel on a de la poudre de CMAS qui est reliée à un tuyau d'air comprimé. Et ce tuyau va nous permettre d'injecter le CMAS à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'échantillon. Alors évidemment, il a fallu un peu capoter toute la manip pour éviter qu'il y ait du CMAS qui vole de partout dans la pièce. Mais une fois qu'on a réussi à mettre en place la manip, on était assez content parce que ça fonctionnait comme on voulait. Donc le banc ressemble maintenant un peu plus à ça, avec le tube aligné sur le flux laser, avec ici l'injection des CMAS et les CMAS qui viennent ensuite tomber jusqu'ici au sol. Alors, l'adaptation de ce banc, elle a demandé un certain travail encore sur la fiabilisation de nos mesures infrarouges. Ça a pris encore pas mal de temps. Et il a fallu mettre en place des campagnes d'étalonnage du banc, notamment sur le taux de contamination de CMAS, savoir quel taux de contamination on pouvait atteindre. Et on a aussi voulu répéter un certain nombre d'essais réalisés avec des pots solides pour vérifier l'équivalence des résultats. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on a pu mettre en place un premier cyclage thermique. Donc on a travaillé avec une température de BT toujours à 1200 degrés. On a chauffé pendant 5 minutes en injectant des CMAS, refroidi pendant 2. Ça nous permettait de revenir à température ambiante. Et on est allé jusqu'à écaillage de la barrière thermique. D'un point de vue résultat, donc on peut voir la BT ici après le premier cycle. Elle est en parfait état. Et on l'a fait vieillir thermiquement avec l'injection de CMAS. Au bout du 67e cycle, on voit le début d'un écaillage apparaître. Et au 71e cycle, là, il n'y a plus vraiment de barrière thermique, c'est fini, elle est totalement morte. Alors, c'est un cas où on a eu infiltration complète de la barrière thermique avant l'écaillage, ce qui se voit d'ailleurs ici, parce que ce qu'on voit en dessous, c'est le métal, donc on a vraiment écaillé toute la hauteur de la barrière thermique. Et on a pu voir que l'écaillage avait été très rapide, en fait, finalement, une fois qu'il avait été amorcé. Alors ça, c'est des résultats qui intéressent beaucoup, notamment Safran, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore forcément beaucoup de moyens d'obtenir ce genre de résultats. Voilà, donc en conclusion, on peut dire qu'on a été capable de maîtriser des essais à haute température, et notamment, c'est passé par l'exploitation d'essais multi-instrumentés, d'abord sans CMAS, puis avec CMAS sous deux formes différentes. On a pu voir que nos essais sont reproductibles, et on a pu mettre en place diverses campagnes de caractérisation, d'un point de vue mécanique, de la thermochimie, de la caractérisation de l'infiltration. On a pu voir quel était l'intérêt d'une caractérisation sous gradient thermique pour la compréhension et la durée de vie, et la prévision de la durée de vie, pardon. Et on a pu développer un modèle multiphysique pour l'infiltration des CMAS. Et enfin, en perspective, dans le cadre de ma thèse, il reste encore la réalisation d'une dernière petite campagne d'essai de cyclage pour venir obtenir un peu plus d'informations, parce que pour l'instant, on n'en a fait qu'un seul. Et il restera, dans le futur, à intégrer quelques problématiques multiphysiques encore dans la modélisation. Donc d'un point de vue des réactions chimiques, par exemple, qui peuvent avoir lieu au cœur de la barrière thermique, ou encore la conséquence mécanique de tout le travail qu'on a fait jusqu'ici. Et donc, cette conséquence mécanique, elle sera traitée intégralement dans une thèse qui est dédiée et qui devrait commencer l'année prochaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions.